Hey! Je ne suis pas connecté à l'électricité, je ne suis pas connecté à l'eau, je ne suis pas connecté au gaz, zéro facture. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans le Médoc rencontrer Stéphane qui a construit sa maison au milieu de la forêt en utilisant des matériaux de récupération. Il va nous montrer toutes les solutions qu'il a mises en place pour se mettre à l'abri, se chauffer, boire et filtrer l'eau de pluie, se laver, se brosser les dents, cultiver ses légumes, cuisiner, faire sa vaisselle, s'éclairer, produire sa propre électricité, gérer ses déchets et vivre en harmonie avec son environnement en limitant son impact. Il a réussi l'exploit de construire les différents modules correspondant strictement à ses besoins en utilisant des palettes, des madriers et des fenêtres de récupération. Apiculteur de métier, il s'intéresse à de nombreux domaines qui touchent au vivant, en s'interrogeant sur l'essentiel, parfois en décalage avec le monde de la consommation effrénée dans lequel nous nous sentons parfois aspirés. Sachant que réaliser son rêve d'autonomie sans plus avoir à payer de facture ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et Stéphane nous expliquera les difficultés de tous ordres qu'il a rencontrées. Sans parler de son parcours de vie qui en compte plusieurs. Bref, vous l'avez compris, je suis particulièrement heureux de partager avec vous cette rencontre que j'ai trouvée très enrichissante et qui a provoqué chez moi de nombreux questionnements. Durant 3 ans, j'ai croisé de nombreux vanlifers qui vivent à plein temps dans leur maison roulante et qui m'ont dit rêver, se trouver un petit terrain au calme pour y installer une tiny house ou un petit chalet, et du coup cette vidéo pourrait les intéresser. Quant à moi, je vais bientôt arriver, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et vamos a descubrir. J'ai divorcé avec mon ex-femme et j'ai laissé mes enfants en Touraine. Et je suis rentré à Bordeaux pour me rapprocher de ma famille. Je suis allé voir l'urbanisme pour demander la liste des plus gros propriétaires terriens de la région. Et puis j'ai été toqué aux portes pour essayer de trouver un terrain d'1 hectare, parce qu'il me fallait un terrain d'1 hectare pour mettre mes abeilles, parce que je suis apiculteur de métier. Je suis arrivé ici en 2003, j'ai mis mes abeilles dans la lande. C'était des arbres qui avaient 60 ans, quoi. C'était des arbres qui étaient immenses. Et puis le paysage était complètement fermé, il a fallu que tu fasses du nettoyage. Oui, j'ai fait couper par une grosse entreprise forestière qui a coupé les gros arbres, parce que c'était des arbres immenses. Je suis arrivé, j'ai mis une petite caravane et puis j'ai commencé à vivre sur le terrain, sans eau, sans électricité, sans chauffage. J'ai vécu comme ça pendant 2-3 ans. En 2005, j'ai intégré l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, tout en vivant un petit peu ici. Et puis après, en fait, j'ai eu une vie urbaine pendant quelques années. Le terrain, en gros, c'est un grand rectangle, on peut dire ça ? Oui, c'est un gros rectangle. Il fait 90 mètres de large sur 130 mètres de longueur. Et tu as un accès routier qui est très facile. Alors, l'accès routier est très facile. Je suis à 6 km des premiers commerces. Je suis à une demi-heure de Bordeaux-Centre et une demi-heure de la Cano, les pieds dans l'eau, quoi. C'est assez bien placé. J'ai une exposition au sud, donc ça, c'est très agréable également. J'ai pas de vis-à-vis. J'ai des voisins qui sont de l'autre côté de la route. Et moi, de ce côté-là, je suis tout seul. Là, en fait, il me reste aujourd'hui, sur les 200 ruches, il me reste à peu près 3-4 ruches. Je ne sais même pas si elles sont encore vivantes. En fait, en 2003, j'ai perdu donc 90% de mon cheptel. J'étais tombé à 28 ruches. Le milieu apicole a complètement changé depuis 20 ans. Donc, on est passé de 5 à 10% de pertes hivernales à 80% de pertes hivernales. Ah ouais. Donc, c'est énorme. En fait, je te l'expliquerai dans une autre vidéo que l'on fera. Mais aujourd'hui, donc, je suis en fin de carrière. Donc, ça fait 30 ans que je suis apiculteur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être plus de transmettre à travers des écrits, à travers des conférences ou autres. J'avais la question du néophyte. Tes ruches sont juste là, ton habitation est vraiment pas très loin. Ouais. Et je m'imaginais naïvement qu'il fallait éloigner le site de production et pas forcément en fait. D'avoir des ruches sur place, ça peut être problématique. Un enfant qui va jouer proche d'une ruche, il peut se faire piquer, tu vois, donc ça peut poser problème. Ces colonies, quand tu es dans une ville, elles doivent être proches de haies qui poussent les abeilles à passer au-delà de la haie. Tu dois être soit à 50 mètres des habitations, soit avoir une haie de 2 mètres, si tu veux, pour que les abeilles puissent aller au-dessus, voler. Donc on peut vivre avec les colonies. En fait, là tu les vois, ils sont ici, ils sont quand même à, je dirais, 15 mètres de l'habitation. Il y a 2 ans, je les avais à 3-4 mètres de l'habitation et elles ne m'ont jamais piqué.
ici, c'est l'habitation. J'ai voulu la faire au cœur du terrain. Je suis à 50 mètres de la route. J'ai déposé un permis de construire et le mois d'après, il a été, donc en 2017, il a été signé. L'urgence, c'était vraiment la sécurité, quoi. En fait, j'avais pas d'argent et en fait, il fallait vraiment que je me retrouve dans un contexte, une sorte de cocon pour m'isoler et me dire, bon voilà, je fais le point. J'avais vraiment besoin, c'était viscéral, tu vois, j'avais vraiment besoin de me retrouver proche de la nature, proche de mes colonies. Cette reconnexion à la nature, tu vois, ça c'était hyper important pour moi. On voit des triangles en fait dans les modules que tu as construits. Ouais. Tu avais envisagé des triangles isocèles au départ. Là, j'ai eu que moi, si tu veux, en un mois, tu vois, je me suis dit, comment je construis? Parce que je suis tout seul, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je construis? Comment je construis? J'aimais bien les maisons en A. Je me rappelais des maisons dans Astérix et Obélix, tu sais, les maisons gauloises avec des toits de chaume. Et donc, c'était des maisons triangulaires. Dans mon atelier, j'avais 40 mètres carrés à peu près. Il y avait 25 mètres carrés qui étaient destinés aux professionnels. Je faisais de l'informatique, de l'art et puis de l'apiculture. Je recevais les gens, enfin, c'était un lieu un peu underground, tu vois, c'était assez sympa. Et puis, j'avais 15 mètres carrés dans lequel j'habitais, avec une petite table, 4 chaises, un canapé, ma bibliothèque, et puis une mezzanine, et puis un point d'eau avec une toilette. Et donc je savais que j'étais capable de vivre dans 15 mètres carrés. Je dépose ce permis de construire de maison en A avec des surfaces qui étaient beaucoup plus grandes que ce que j'ai construit. Je demande au voisinage où sont les limites. On me demande de faire venir un géomètre expert, donc je fais venir un géomètre expert. La première chose, ça a été de clôturer, donc de créer une séparation entre le public et le privé. Tout ce qui a été construit ici, c'est à mon image, jusqu'au terrain qui est un peu sauvage, les trous, les bosses que j'aplanis en fait, les fondations qui sont assez profondes parce que il fallait que j'accueille une structure tout en hauteur. Cette structure tout en hauteur me permet aussi, tu vois, d'ouvrir mon angle de vue. Quand tu as un problème, tu prends de la hauteur, prends du recul, et en fait, tout de suite, les choses te paraissent beaucoup plus... Donc tout ça, ça a été étudié au fur et à mesure. Si tu regardes, c'est une structure qui est pointue, qui est assez haute, qui forme un demi-toit. Et ce demi-toit, c'est en fait, c'est un demi-mois, quoi. Parce que je vis tout seul. Donc forcément, aller en hauteur, ce qui veut dire qu'aussi j'essaie toujours de m'ouvrir à d'autres horizons, d'autres formes de pensée. C'est important de savoir se remettre en question. Quand tu achètes une maison, tu contractes un emprunt, tu fais venir des entreprises, puis en fait on te remet les clés, quoi. Et voilà. À la rigueur, tu as fait les plans, mais souvent c'est un architecte qui a fait les plans par rapport à ce que toi tu leur as transmis plus ou moins. Là, quand tu es dans le dur, c'est à toi de construire, tu fais des erreurs, tu recommences. Parfois ça marche pas, parfois tu as des idées en faisant. Tout ça c'est intéressant de travailler là-dessus. Mais ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Alors j'ai vendu mon bail commercial de mon local, donc j'avais un tout petit pécule, pas grand chose. Et en même temps, tout s'est mis en place. Ils ont détruit les hangars de Bordeaux. Je passe en fait, j'étais avec un ami au téléphone et je vois des monticules de bois. Mais des monticules, des trucs qui faisaient 3 mètres de hauteur sur... je sais pas, 100 mètres de longueur, puis il y avait aussi des amas de ferraille et tout, et en fait, je me dis, ouais, c'est ça qu'il me faudrait, tu vois, si j'avais ça, ça serait génial. Et ils ont été super cool, hein, ils m'ont dit, ouais, je leur ai dit, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que je peux récupérer? Et c'est comme ça, si tu veux, que le projet a vraiment commencé. J'avais commencé à réfléchir en Touraine, tu vois, sur l'autonomie, sur les panneaux photovoltaïques, il y a plus de 20 ans, tu vois. Mais à l'époque, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, le but, c'était d'être autonome, tu vois. Et donc, j'avais commencé à réfléchir sur l'énergie thermique, tu vois, les panneaux thermiques et tout ça, sur comment chauffer l'eau avec du soleil. J'avais déjà ça dans l'esprit. Et puis, j'avais commencé à être végétarien à cette époque-là aussi. J'avais commencé à faire un parcours sur l'alimentation. Donc, du coup, pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai récupéré des grosses pannes de bois, des lambourdes, des scies, des laves, qui étaient pleines de vis, parfois peintes, pleines de pointes, parfois tordues, parfois droites. J'ai récupéré également des baies vitrées. Et c'était une période où il a énormément plu. J'étais obligé de bâcher tout le temps parce qu'en fait Bordeaux, t'as minimum 6 mois sous l'eau. Après j'ai fait une allée de 200 mètres, donc il a fallu rempirer. Et puis j'ai commencé à construire le hangar pour mettre les choses à l'abri, mon matériel apicole. Fin 2019, j'ai fait les fondations de la maison. Ça a séché en fait une année, quoi. Et en 2020, pendant le Covid, j'ai attaqué la construction avec un ami charpentier qui est à la retraite. T'avais le hangar, plus 3 modules en A. L'habitation faisait 6 mètres par 7 mètres et tu avais 2 ateliers qui faisaient 5 mètres par 7 mètres. Donc un atelier que je destinais à la miellerie et puis un autre atelier que je m'étais dit pour bricoler.
Plutôt que de faire l'habitation en A, comme je te disais tout à l'heure, en fait j'ai coupé en deux. Parce que je me suis dit, j'ai des milliers de livres, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais une bibliothèque dans une structure en A? Est-ce que je suis capable de vivre dans très peu d'espace? Je savais, pour l'avoir expérimenté pendant 1 an ou 2, finalement je pouvais vivre dans 15 mètres carrés. 9 mètres en bas et 6 mètres à l'étage. Une façade sud qui est vraiment entièrement vitrée. Tu as une façade à l'est qui est pratiquement vitrée sur les 2 tiers également. Tu as énormément de lumière et tu vis à l'extérieur parce que je suis vraiment au cœur de la nature. J'ai construit la 2e année la miellerie qui est derrière. C'est pour ça que tout est encore en travaux. Et après, la 3e année, j'ai fait la salle de bain qui est une salle de bain extérieure qui n'est pas finie. Après, il y a eu la serre qui est derrière. Concrètement, les grosses poutres qu'on voit, c'est les fameuses poutres que tu as récupérées sur le chantier. Toutes les ossatures sont faites avec du bois de palette. Et c'est une ossature bois faite avec des palettes Europe. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a réfléchi, tu vois, avec des montants et des vis qui sont très importants, de 120, 160, 140, tu vois, donc qui vraiment rentrent dans les palettes à force. Il ne faut pas prendre du contreplaqué, de l'aggloméré sur les plots des palettes, ce qui permet en fait de vraiment se visser. Et si par exemple il y a une fuite d'eau ou un truc comme ça, une prise d'eau, comme ce qui m'est arrivé là dernièrement, avec les 2 tempêtes qui sont passées. Ça permet que le bois n'éclate pas au final et que tu es obligé de changer ta palette. Et ce qui est bien, c'est que les palettes, elles sont traitées thermiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que ça durcit, elles passent dans des fours, ça durcit le bois. Et au final, les insectes ne grignotent pas dedans. Donc ça ne pose pas de problème pour les insectes. Donc ça permet d'avoir une structure qui est solide malgré tout. Alors si on rentre dans le côté technique, en fait, tu as donc la récupération des poutres, etc. Des baies vitrées également. Sauf les vitres qui sont triangulaires, là je les ai fait faire, pas très cher en plus. Et après en fait j'ai acheté grosso modo la visserie, le béton pour les fondations, parce que en fait j'ai fait des fondations assez profondes qui vont jusqu'à l'Alios. L'Alios c'est une roche ferrugineuse qui est sur tout le bassin aquitain et qui est à peu près à 50, 60, 80 cm de profondeur. J'ai acheté les tôles bac acier et l'OSB pour l'intérieur. C'est vraiment grosso modo ce que j'ai acheté. Le reste, en fait, tout a été vraiment récupéré. C'est beaucoup de temps pour aller chercher les matériaux, pour les ramener, pour les stocker, pour après les restaurer. Donc ça prend beaucoup de temps. Les poutres que tu vois là, qui forment la structure. Après, tu as à peu près 20 cm de laine de mouton que j'ai été récupérée. Donc sur les troupeaux de moutons des environs. Ça sent un petit peu le mouton au départ, tu vois, comme si tu étais dans une bergerie, mais avec le temps, en fait, ça s'en va. Et puis après, j'ai mis de l'isorel qui permet de vraiment prendre la laine en sandwich. On vise l'autonomie, mais on n'est jamais autonome. Un t-shirt, il faut l'acheter, c'est des milliers de litres d'eau. La voiture, tu mets du carburant. L'électronique, tu as un téléphone, ça arrive de l'autre bout de la planète. En fait, tu n'es jamais autonome à 100%, ou alors il faut vivre comme au 19e siècle, quoi. Je suis en mode 19e. Mais malgré tout, j'aime bien avoir mon petit smartphone sous Linux. J'aime bien avoir mon petit ordinateur sur lequel en fait je peux écrire, communiquer un petit peu avec le monde. Je reste quand même connecté, quoi. Mais le but, c'était vraiment que je sois déconnecté de l'ensemble des réseaux. Alors j'ai toujours une carte SIM qui me permet d'avoir un routeur 4G, comme toi, qui me permet d'être connecté au monde. Mais je ne suis pas connecté à l'électricité, je ne suis pas connecté à l'eau, je ne suis pas connecté au gaz. Bien qu'il y ait la fibre également qui passe devant ma propriété, si tu veux, je ne voulais pas me connecter au réseau, quoi. Zéro facture. Zéro facture. J'ai une taxe foncière. Taxe foncière. Que je paye depuis 3-4 ans, c'est pas de facture, mis à part un peu d'alimentaire, le carburant, les assurances. Ils font 160 watts chacun. 160 chacun. Ça fait 320 watts. Ces 2 panneaux qui ont l'air vraiment très petits par rapport au reste de ta structure, ça te permet d'être, y compris en hiver, de couvrir tous tes besoins électriques. Oui. Je n'avais pas trop confiance au lithium. Bon, s'il y a des problèmes, ça peut s'enflammer. Enfin bref, moi je n'ai pas envie de ça, donc j'ai pris une batterie gel. Je m'aperçois que j'ai pas de besoin finalement. Je suis végétarien, je ne consomme pas de produits laitiers, pas d'alcool, de sucre, de sel, pas de produits venant de l'étranger, donc pas de café, thé, chocolat, épices, bananes, orange, avocat, tout ça je ne consomme pas. Les céréales, j'ai arrêté. Donc j'ai pas besoin d'électroménager. J'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de plaque électrique, j'ai pas de chauffage électrique, j'ai pas de sèche-cheveux, j'ai pas de congélateur, j'ai pas de frigo, j'ai rien. J'ai juste une cave à légumes. Donc j'ai besoin, mes besoins, moi, personnels,
c'est recharger 1 ou 2 ordinateurs portables, 1 ou 2 mobiles. C'est la lumière qui est branchée directement sur la batterie en 12 volts. Il est ancré au sol, là on ne le voit pas, mais tu as rentré tes tiges de... Ouais, je les ai rentrées de ça au moins, tu vois. Tu sais que si tu dépasses 1,80 m, normalement, tu dois payer une taxe. Donc l'idée, c'est d'être en dessous de 1,80 m. Là, il y a quand même 10 mètres de fil, tu vois, enfin peut-être pas 10 mètres, mais pas loin, tu vois. Donc la future évolution, c'est de faire un support qui te permettra de déplacer, d'orienter. Tu vois, orienter éventuellement, ou d'incliner, tu vois, avec deux vis, et tu repenches un petit peu à 45 degrés pour l'été. Dans les 3 structures, il y a la maison, la miellerie, et la salle de bain. La salle de bain, elle est encore en construction. C'est une salle de bain avec une douche italienne et les branchements ne sont pas encore effectués. Pour l'instant, c'est juste une bassine. Je prends de l'eau dans une cuve que je fais chauffer tout simplement sur le gaz et que je mets en hauteur. Par gravité, ben, tu te douches avec une pompe de douche, quoi, tout simplement. Alors en haut, en fait, il y a un petit cumulus de 60 litres qui me permettra de me doucher avec très peu, que je sois tout seul ou à deux. 60 litres, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin d'énormément d'eau pour te laver. Et la plupart du temps, ben, c'est comme tout le monde, ben, en fait, c'est souvent au Gant. Je suis en plein sud, j'ai pas besoin de chauffage. À l'intérieur, pour l'instant, ça n'a pas gelé. Bon, ça doit sûrement geler peut-être la nuit. Au petit matin, quand je viens, il n'y a pas de givre dedans. Dès que le soleil est présent, en fait, ça chauffe direct. Pour l'instant, c'est la structure, elle est là, elle est saine. Bon, elle a grisé un petit peu avec le temps parce que quand tu es en façade sud, forcément, ça crame l'été. Donc le but, c'est de la protéger. Et puis à l'intérieur, de faire les branchements. Donc ça va être le travail de cette année. Branchement de la salle de bain, une extension de la salle de bain qui va être derrière, en fait, un tout petit local technique qui va me permettre de mettre un plus gros cumulus de 200 litres au cas où je reçois des amis avec une famille ou un truc comme ça. Puis juste un petit coupleur qui bascule du 60 litres au 200 litres et avec en fait un panneau thermique. Donc l'eau chaude sera chauffée par le soleil en priorité. Et pour les mois d'hiver où c'est un peu plus compliqué, et bien dans ce cas-là, juste un petit chauffe-eau d'appoint, ça suffira largement. Et en fait, on sait que l'eau chaude peut monter très haut en température, on peut se brûler. Rien qu'au niveau des tuyaux, tu vois, entre le panneau thermique et le ballon d'eau chaude, la canalisation, il ne faut pas qu'elle fonde, parce que si tu as 150 degrés dans ton eau, tu vois, si tu mets juste un tuyau d'arrosage, ça ne va pas. Bon, je vais peut-être opter plus pour le cuivre. Le cuivre est naturellement antibactérien. Les PER, en fait, c'est du plastique, ça me convient pas. Enfin, on fait, on redéfait, on remonte, on recommence. En fait, c'est l'expérience de la vie, quoi. Mais quand tu dois tout inventer par toi-même, tu vas chercher des informations, ça marche pas, et bien, en fait, si ça marche pas, tu recommences. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sois satisfait de ce que tu as fait, quoi. À la base, je voulais mettre des roseaux pour cacher un petit peu la vue, surtout en hiver. En fait, si je suis à poil là, tout le monde me voit. Ça me dérange pas, hein, mais ça peut déranger des personnes qui peuvent passer et se doucher à un moment donné. J'ai mis des plantes qui ont poussé, mais en fait, c'est pas des roseaux. Donc, il y a un artichaut. Là, tu vois, il y a du persil. Là, c'est mon local technique, voilà. Tu as un endroit où, en fait, je travaille pour l'extraction du miel. Tu as mes machines là, que tu peux voir. Tu as 2 machines, tu as un extracteur avec une centrifugeuse et puis un maturateur et puis une empoteuse qui me permettent de travailler pour le miel. C'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir, tu vois, quand on a pas mal de ruches. Mais avec une superbe baie vitrée sur la nature en plus, voilà, qui ne gâche rien. Et alors à l'étage, c'est du stockage de matériel pour l'instant. Ça servira peut-être de bureau. Là, tu as ton système pour boire le pluie, ton filtre. Tu as une cuve qui est sous la terrasse. Une cuve de 1000 litres, un peu plus de 1000 litres en béton, qui récupère les eaux de pluie, qui est filtrée avec juste des filtres tout simples. Là, j'ai après une pompe 12 volts qui m'amène l'eau avec cet interrupteur, là, tout simple. Donc là, j'ai l'eau courante, grosso modo, avec ça, quoi. Ce qui me permet de remplir en fait ma petite réserve d'eau, que je filtre après avec une sorte de filtre Berkey, quoi. C'est un petit peu le même genre que le filtre Berkey par gravité. Et puis j'ai de l'eau donc qui est filtrée à 0,2 microns, je crois que c'est. Et à l'intérieur, tu as des charbons actifs qui te permettent de tuer les bactéries. La réserve d'eau qui fait peut-être une dizaine de litres. Donc elle est faite avec une consigne de fût de bière en inox alimentaire, coupée en deux. Tu as un trou au centre
qui est naturel. Et puis tu mets ton filtre tout simplement par gravité dedans, avec un petit robinet qui coûte 5 € en inox. La consigne, elle m'a coûté 30 €. Tu peux faire ça avec des petits seaux en plastique, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Avec une capsule, j'avais compté, tu en avais pour normalement 2-3 ans. T'as pas de puits ici, hein? Non, je n'ai pas de puits, du moins pas pour l'instant. Je récupère mes eaux de pluie dans des cuves et qui me permettent d'essayer d'être autonome. Je dis d'essayer d'être autonome parce que c'est difficile en période estivale. Déjà les 1000 litres là, pour me laver la vaisselle et pour l'eau potable, en été c'est un petit peu limite. C'est pour ça qu'il y a une deuxième cuve qui est au niveau de la salle de bain, qui est prévue pour la salle de bain, ce qui me permettra de ne pas être en rupture d'eau en plein été. Tu as 6-8 mois de pluie, mais en été, tu as 2-3 mois de canicule. Et donc là, tu n'as pas une goutte d'eau pendant 2-3 mois. Quand j'aurai la cuve de la salle de bain, qui sera pleine, je serai autonome là. D'accord. Pour la cuisine et puis pour la consommation, allez, si j'utilise au grand maximum en plein été 4-5 litres par jour. Par jour, ouais. Moi je préfère consommer l'eau de pluie qui tombe. Tous les êtres vivants, les animaux, les insectes, les oiseaux, enfin tous les mammifères consomment de l'eau de pluie dans les flaques d'eau. C'est pas de l'eau de source la plupart du temps. 4 ans que je bois de l'eau de pluie, moi je suis pas mort. Hein. C'est une petite caravane dans laquelle j'ai habité pendant 2 ans. Le temps de construire au moins la première structure. Et puis là, ça te permet d'accueillir des invités. Oui, de temps en temps. C'est une petite caravane qui est assez sympa. C'est un hangar donc, qui est ouvert aux 4 vents. J'ai fait ce fronton qui a été construit donc cette année parce que c'était ouvert là. Tout ce que tu as là, tout ça, ça fait partie d'une serre maraîchère. J'ai décidé de fermer. J'ai bardé pour m'isoler pour l'hiver. J'ai pas eu le temps encore de mettre les vitres. J'ai bardé un petit peu au fond, un petit peu là, mais là, le but c'est de laisser ouvert. D'une part pour la taxe foncière. J'ai pas envie que ça soit fermé. Et puis d'autre part, j'aime bien le côté où ça circule. C'est là où je bricole la cire, les cadres, les ruches. Quand j'ai de la mécanique à faire ou des trucs comme ça, tu vois, c'est ici que je fais. Quoi. Dès que tu as une toiture, tu récupères l'eau au maximum. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, j'ai les deux pans du hangar qui me permettent de récupérer de l'eau de pluie. De ce côté-là, j'ai 3000 et de l'autre côté du pan, j'ai 2 fois 700 qui fait 1400. Donc là, j'ai 4400. Sur la totalité, j'ai à peu près 14 000 litres d'eau. J'ai plusieurs jardins, ce qui fait que j'ai arrosé les 3 jardins. Or là, en fait, il y a 2 jardins que je n'arroserai plus. Puisqu'il va y avoir un jardin qui va me servir de jardin de printemps pour planter du lin, du sarrasin et du pavot. Ça va faire des fleurs, d'une part pour les abeilles, pour les insectes pollinisateurs dans la généralité. Et puis après, tu as un deuxième jardin qui va me servir pour des plantes aromatiques, du romarin, du thym, du serpolet, enfin tout un tas de plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées. Et par contre, le jardin que j'ai créé l'année dernière me servira que pour le potager. C'est que lui que je vais arroser. Ça va me permettre d'être beaucoup plus confortable en eau. Tu nous montres le jardin à faire? Allez, on y va. Le but, c'est toujours des petits plots parce que c'est plus facile de travailler une petite portion de terre plutôt que de travailler, tu vois, des grandes parcelles. Enfin, je change les arbres, tu apprends au fur et à mesure que tu fais, quoi. J'ai mis des artichauts, donc ici, en fait, ça va être bordé d'artichauts. Et donc ça, c'est le petit jardin dont je te parlais. Donc les 2 grosses cuves. Et puis là, l'année dernière, j'ai fait des tomates, j'ai fait des potimarrons, des courges, des bleus de Hongrie, des betteraves, de la salade. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais des butternuts, il y avait de la menthe, puis j'ai des arbres à planter là. J'ai tout un tas de petits arbustes, encore des petits fruitiers à droite à gauche. Là, je vais me faire un petit, avec une fenêtre, je vais me faire un petit poulailler, parce que j'ai eu déjà un poulailler, mais le renard, il m'a pas loupé. Donc il a mangé tous mes petits poussins, ça a été un peu traumatique. Il a mangé 5 poules, des poules noires des Landes, le coco, voilà. Il a bouffé mon petit coco. Et les petits piou-piou qui venaient de naître, ils avaient 15 jours, donc ça, tu vois, j'ai dit plus jamais, puis tu vois. Puis, là, j'ai dit, bon, voilà, je vais refaire un petit poulailler, mais elles seront en liberté ce coup-ci, et puis je ne couperai pas les ailes. Et si je ne trouve pas les œufs, ben, c'est pas grave. Je ne trouverai pas les œufs. En fait, le but, c'est que elles soient là. Mais je ne veux pas qu'elles aillent gratter dans mon jardin. Du coup, elles iront gratter là où elles voudront. Elles mangeront ce qu'elles voudront.
Et puis, bon, je leur donnerai ce qu'il faut aussi. Mais le jardin, il sera protégé, quoi. Je suis en train de mettre des fèves, des petits pois, tu vois. En fait, c'est le démarrage, quoi. Ici, c'est la serre. L'année dernière, ça m'avait permis de faire des plans pour les copains à droite à gauche. Je creuse parce que c'était rempli de fougères pour limiter, si tu veux, l'invasion des fougères et de retravailler le terrain un petit peu en permaculture. Donc, on voit là-bas, j'ai creusé, de mettre du bois pourri et après, de mettre de la paille, des branches, du fumier, de la terre et puis faire en sorte que la vie redémarre. Tu as une petite production de salades qui sont en train de monter, mais c'est la cornée de Bordeaux et que tu peux manger direct comme ça, quoi. T'as pas besoin d'assaisonnement ni rien, quoi. Du persil, tu vois. Là, la vie, elle commence à revenir, tu vois, heureusement. Des joutes aussi, qui font un peu la gueule parce qu'il a fait chaud et j'ai pas ouvert. C'est du céleri que je vais planter. Je vais lancer toutes les cultures pour l'été, les tomates, les aubergines, les poivrons. Et surtout, moi comme je consomme beaucoup de soupe l'hiver, ça va être des potimarrons, des courges, tu vois, tout ça j'aime bien. Je peux en faire plein, tu vois, et enfin, c'est vraiment les graines, tu les récupères. Donc c'est que des semences naturelles, semences paysannes. Mais tu continues encore à acheter des légumes? Je continue à acheter un petit peu de légumes. Surtout en hiver, ouais. Je suis en train de partir, de faire un chemin vers les plantes sauvages. Donc le but, c'est de plus en plus de manger dans la nature. Avant de manger des herbes sauvages, si tu veux, il faut quand même faut s'y connaître un peu aussi pour pas se faut lire, il faut regarder. Mmh. Le but, c'est de retrouver en fait son autonomie, quoi. Ce qui me paraît important, c'est de chanter un petit peu tous les réseaux qui te ponctionnent de l'argent, qui te menottent, quoi. D'aller retrouver les producteurs, de renouer contact avec le monde paysan. Et en même temps, ça fait des sorties ludiques, ça crée des échanges, ça crée du partage. Tu t'enrichis avec les connaissances des uns et des autres. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est le contact humain. Donc ça, c'est mon petit intérieur. C'est pas très grand, ça fait 9 mètres carrés. Et à l'étage, il y a 6 mètres carrés. Un couple peut vivre dans 15 mètres carrés sans se gêner. Il y a de l'espace autour, tu es vraiment tranquille. C'est comme si tu étais dans la nature, dans une sorte de petit cocon. Il y a des moments où tu as besoin d'être seul, pour lire, pour réfléchir ou autre. Donc c'est bien qu'il y ait 2 pièces. Il y a une personne qui peut être dans la chambre, l'autre là. Tu as ce qu'on appelle une porte fermière. Ouais. Qu'on peut ouvrir de moitié, ça c'est sympa. Ça permet de, quand il fait trop chaud, c'est une clim naturelle. Ça c'est vraiment agréable. Tu peux laisser entrouvert tout en étant fermé. Je mets une boîte de la chienne dehors. Et la souris, elle vient grignoter un petit peu. Elle est chez elle et moi je suis chez moi. C'est assez agréable. Le matin, tu as le soleil qui se lève à l'est. Donc c'est vraiment vitré, c'est superbe. Tu fais la vaisselle, tu te laves les dents, tu es sur la nature. Le côté sud, tu es vraiment 100% avec la nature. Tu es vraiment dans un cocon. Tu as la chaleur, tu es abrité, il n'y a pas du vent, il n'y a pas de pluie. C'est quand même assez agréable. Et dans la généralité, c'est assez paisible. Tu entends les oiseaux de nuit, le matin tu es réveillé avec des petits oiseaux qui viennent des mésanges. Donc les baies vitrées t'apportent de la chaleur dès qu'il y a un rayon de soleil, et sinon tu te chauffes au bois. Je me chauffe au bois, ouais. Avec le pain de ton terrain. De mon terrain. Alors le pain, en fait, il faut. Ce qui encrasse les conduits, c'est surtout l'écorce. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, si tu veux, l'écorce s'enlève facilement. Tu gardes les écorces pour faire des allées. Le reste, tu brûles le bois. C'est un feu très vif. Le mieux, c'est quand même le chêne. Mais le chêne, j'en ai très peu. En fait, pour l'instant, ils sont en train de pousser les chênes. Je cuisine au gaz ou sur le poêle à bois. Le repas que l'on a fait à midi, ça s'est cuit sur le poêle à bois. Les soupes, je peux faire aussi les galettes. Ça met un peu plus de temps ou alors il faut que le feu soit vif. Donc ça permet d'économiser le gaz. Moi, je préfère gérer le côté gaz pour les galettes et les œufs surtout. Pour le robinet, c'est une déclencheur à pied, c'est une pompe à pied. C'est une pompe à pied que tu as dans tous les bateaux. C'est des astuces qui sont très simples. Ça coûte 50 balles, c'est réparable. Tu vois, ça fait maintenant presque 10 ans que je l'ai et elle est toujours là, quoi. Tu gères ton eau en plus, tu vois, tu n'as pas besoin de laisser couler et tu as tes domaines libres. Et j'utilise une goutte pour faire la vaisselle. Donc tu vois, pour à midi, pour la vaisselle d'à midi, j'ai utilisé 3 gouttes. Je l'ai acheté en janvier 2025. Donc nous sommes en février 2026, donc ça fait 1 an et 2 mois. Comme il est à moitié plein, on peut dire que j'ai utilisé la moitié. C'est-à-dire qu'un bidon comme ça me dure 2 ans, plus de 2 ans. C'est ultra économique. C'est la marque L'Artisan Savonnier.
99,5% de produits naturels dedans. Tu peux le rejeter dans la nature, tu fais attention à ce que tu rejettes, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Pour se laver, en guise de shampoing, c'est savon de Marseille. Pour le dentifrice, de l'argile blanche, de l'eau, une goutte d'huile, et tu rajoutes des huiles essentielles, souvent de menthe poivrée. Le plastique, j'ai encore un chemin à faire là-dessus. Mais si en fait j'arrivais à trouver des produits sans plastique, je privilégierais. Tout ce qui est éclairage lié au plafonnier, tous les interrupteurs sont en 12 volts. Ce sont des petites LED que l'on trouve dans les commerces en 1 ou 2 watts. Et après, j'ai les prises qui sont liées à l'onduleur, que j'ai mis avec un interrupteur, comme tu avais montré sur une de tes vidéos. Si bien que tu le déclenches que quand tu en as besoin. Exactement. Alors l'onduleur, c'est le même que le tien, dans le van, un multiplus 12 volts, 500 volts ampères, ce qui me donne à peu près une puissance de 400-430 watts. Comme je n'ai pas d'électroménager, j'ai juste 2 mobiles à recharger, j'ai très peu de besoin. J'utilise quoi de ma batterie de 200 ampères-heure, j'utilise quoi même pas 10% de la batterie. Tu as glissé ça très intelligemment sous l'escalier. Sous l'escalier, ouais. Donc, le modem, je le coupe la nuit. J'ai pas besoin donc de la nuit, je m'en sers pas. C'est un modem 12 volts. J'ai prévu une autre installation, c'est une petite lampe qui se recharge au soleil tout simplement et qui se déplace. D'un côté, tu as un panneau solaire et je peux lire le soir sans que mon multiplus soit chargé. Elle tient à peu près 3-4 jours. Naturellement, la chaleur monte. Et ce qui fait que j'ai à peu près 2-3 degrés de moins dans la chambre. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je vais dormir. Eh bien, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo qui, je l'espère, vous aura inspiré. Si vous aussi, vous envisagez un jour de construire votre propre habitat. Les commentaires sont là pour partager vos expériences d'autoconstruction, mais aussi vos astuces pour limiter ou abolir les factures. J'envoie un très grand merci à Stéphane pour cette rencontre qui, personnellement, me fait voir certains aspects de la vie moderne sous un angle vraiment différent. Un grand merci aussi pour la bougie en cire d'abeille et le miel produit dans le respect du vivant. Nous avons d'ailleurs envisagé de nous revoir pour parler spécifiquement d'apiculture parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Je vous affiche ici l'adresse mail de Stéphane si vous souhaitez échanger directement avec lui et vous la retrouverez aussi en description de la vidéo. J'accueillerai avec grand plaisir de nouveaux abonnés sur la chaîne. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez commenter, vous pouvez booster, vous pouvez partager le lien de cette vidéo. Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. À très bientôt. Talk soon, n'oubliez pas de kiffer la life. La laine de mouton, c'était tassé. Ça avait créé des couloirs de ventilation dans lesquels se mettaient les souris. Puis les frelons aussi, ils aiment bien se mettre en hauteur, puis ils construisent des nids de frelons. Donc tu te retrouves en hiver à avoir des noisettes, des trucs comme ça. Puis ça gratte de partout. Et puis le soir, en fait, t'as pas un bruit. Si elle éternue, tu l'entends, quoi. Il n'y a pas de pluie, sauf quand il y a des inondations. Dans ce coup, je lui ai mis au pied une fois un petit peu de fumier de cheval. Il est parti comme un fou. Dans un petit flacon. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis, le flacon. Il a disparu, que personne ne sorte. Où mettre. Bon, dis donc, voilà. Chut, chut. Allez, couche-toi là, couche-toi, là, couche-toi. Voilà, c'est bien. De temps en temps, il y a des avions de tourisme qui passent. Donc voilà ça. On est obligé de faire des petits cuts. J'ai eu froid dans ma vie. Là, j'ai plus froid. Ouais. J'ai dormi par moins de 13 degrés dehors. Tu arrives déjà le soir à 6 heures, tu te mets tout de suite dans ton duvet. Et puis, tu es réveillé 10 fois dans la nuit. Une amie me disait, en fait, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui te permet d'avoir l'autre moitié, quoi. Donc, bon, c'est comme ça, enfin, c'est des petites notes d'humour. Installation électrique. Alors, j'avais une installation... Ah, pardon. J'arrive. Là, c'est un peu le bazar, mais bon, on vient de passer 2 tempêtes. Hein. Seul inconvénient, en fait, si tu veux te laver les pieds, tu es obligé de prendre soit une bassine, soit de t'asseoir. Tu peux pas mettre tes pieds là-dedans. Il te reste un pied, si tu veux, si tu as un pied en l'air. Bon.